Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors effectivement, le retour du printemps veut dire travail autour de la maison et moins de vidéos. Et dernièrement, j'ai dû travailler à la scie à chaîne et après réflexion et décantation, je suis prêt maintenant à vous présenter cet outil. Dans le monde du tournage, assez rapidement, la scie à ruban devient comme un outil extrêmement utile. Puis, évidemment, on devient sensible au bois qui est disponible autour de nous. Moi, ici, dans ma région, il y a quelques semaines, on a eu un verglas local et beaucoup d'arbres sont tombés. Et j'ai même un ami qui a fait abattre quelques arbres qui étaient devenus dangereux et il m'a offert du bois. Et donc, la scie à chaîne, ben, c'est à ce moment-là qu'elle devient utile. Et puis, c'est pas un outil comme les autres. Bon, voilà. Alors, d'emblée, je veux affirmer devant vous que je n'ai jamais suivi aucune formation de quoi que ce soit à la scie à chaîne. J'ai appris sur YouTube, mais j'ai aussi appris, j'en ai regardé des heures et des heures. J'ai vu des informations qui allaient dans le même sens. J'ai vu des informations contraires, etc., etc. Et donc, je n'ai jamais été à une école pour apprendre le truc. Il y a plusieurs années maintenant, je me suis procuré chez Livallée ce cahier de formation de la scie à chaîne. En vérité, c'est le cahier de notes que les élèves du cours américain suivent, donc le Student's Guidebook. Et là-dedans, c'est la scie de A à Z. Donc ça, ce volume-là, je l'ai lu, je l'ai digéré, et voilà. Quand au début, j'empruntais la scie à chaîne de quelqu'un, de mon ami justement, qui a eu des arbres qui ont tombé. Et puis, terrifié par l'outil, j'ai commencé par couper simplement, particulièrement du bois de chauffage avec les chevalets que je vous montre à l'écran. Et ça permettait pour moi un environnement sécuritaire. J'ai coupé ça chez moi, dans la cour, en avant de la maison, à la vue de tous, avec cette idée que si jamais quelque chose se produisait, bon, ben, des gens autour de moi pouvaient réagir. Fort heureusement, il n'y est rien arrivé. Je me suis toujours aussi assuré de travailler dans un environnement le plus possible contrôlé. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui a été. Ce que je refuse de faire à la scie à chaîne, je refuse de faire tomber des arbres parce que je n'ai aucune formation là-dessus. La raison principale pourquoi je refuse débrancher, c'est parce que je n'ai pas, premièrement, la bonne scie. La scie que je possède est une scie extrêmement lourde et extrêmement puissante, alors que les branchages se fait normalement avec une scie beaucoup plus légère. Les pantalons et les bottes sont importants et moi, je n'ai ni l'un ni l'autre. Alors, c'est la raison pour laquelle je refuse débrancher. L'autre chose aussi, c'est que vous voyez que l'homme qui travaille ici, eh bien, l'arbre est relativement haut, à la hauteur de la taille, mais plus souvent qu'autrement, l'arbre est au sol et ébranché au sol, ça veut dire ben, justement encore avoir les bottes et les pantalons. Alors, c'est un choix que j'ai fait dans la situation actuelle. Je tronçonne des arbres qui sont à terre, qui ont été ébranchés. Et puis, pour moi, c'est ça ma relation avec la scie à chaîne. Je coupe le bois de longueur et je le débite pour le tournage. Et c'est exactement ce que je me propose de vous partager. Alors, ben, c'est quoi la mission de cette vidéo? À quoi elle va servir? Eh bien, je m'adresse particulièrement à ceux qui sont en réflexion, ceux qui pensent peut-être acquérir, ceux qui pensent faire leurs armes avec ça. Si vous avez de l'expérience avec la scie à chaîne, cette vidéo n'est pas pour vous, pas du tout. Je me propose d'explorer l'outil, de le démystifier. Je vous ai parlé que je faisais du tronçonnage et du débitage, ça c'est fait.
je viens juste de terminer la maintenance de ma scie et avant de tout remonter, ben, on va en profiter pour vous la présenter comme il faut. Des petits entretiens de base, excluant la mécanique du moteur. Je ne suis pas un mécanicien. C'est un moteur deux temps, c'est-à-dire que l'essence et l'huile sont mélangées dans le même récipient. Alors, on va parler de lubrification, de l'affûtage, et ma vidéo peut contenir des oublis, peut-être même des erreurs. Alors, il est de votre responsabilité, à vous, de vous former adéquatement si vous envisagez de travailler avec cet outil-là. C'est de votre responsabilité d'aller chercher les bonnes informations, parce qu'il y en a des mauvaises. Et c'est votre responsabilité d'assurer au maximum votre protection quand vous utilisez la scie. Et ça m'amène au chapitre maintenant de la sécurité. Alors, il est de mise, lorsqu'on travaille avec la scie à chaîne, d'être bien protégé. Un mot sur le casque. Le casque, particulièrement vrai pour les professionnels, lorsqu'ils font tomber peut-être des arbres qui sont malades, s'il y a des branches qui se détachent et qui tombent sur l'ouvrier, la tête doit être protégée. Ensuite de ça, évidemment, les coquilles pour les oreilles, c'est un indispensable. Et puis aussi la visière, parce que, encore une fois, lorsque vous travaillez à la scie à chaîne, c'est un outil qui tourne aux alentours de 12 000 tours minute. C'est une chaîne qui coupe, les copeaux volent partout, et vous ne savez jamais. Et donc, c'est la visière automatique assurée. Et les plus prudents vont même mettre des lunettes de sécurité en dessous. Votre sécurité vous appartient. Concernant les gants pour les mains, encore une fois, les professionnels utilisent des gants qui ne sont pas ordinaires, c'est des gants anti-coupure pour se protéger de la chaîne sur la scie. C'est la priorité numéro 1. C'est vrai que dans certaines conditions, j'ai vu, vous avez vu, des gens sans gants, ça va. Juste pour vous dire que tantôt, quand je travaillais autour de ma scie, j'ai juste accroché la chaîne. Et j'avais un petit gant de nitrile, là, un petit gant de caoutchouc. Eh bien, il s'est fait déchirer comme si de rien n'était. Et la peau n'a pas été touchée du tout. Donc, mais quand même. Alors, dans mes prévisions, je prévois m'acheter ces gants-là anti-coupure. On ne pourra pas dire jamais « Ah, j'aurais pas dû être prudent ». Ça n'existe pas, ça. Alors, la prudence à l'excès. Les pantalons de travail, scie à chaîne, c'est des pantalons qui sont faits justement anti-coupure, encore une fois. Et puis les bottes, encore une fois, lorsqu'on coupe du bois, des fois il y a des mouvements, il y a de l'énergie dans le bois, les pièces bougent et recevoir une pièce de bois sur le pied, ça peut être assez délicat. Donc les bottes en conséquence. Ça, c'est l'équipement mur à mur de protection pour la scie à chaîne. Deuxième particularité de la sécurité, c'est l'endroit où va se faire la coupe. Alors, dans les choses à considérer, et là, je parle à ceux justement qui réfléchissent à travailler la scie à chaîne. Alors, vous devez considérer, est-ce que le terrain est accidenté? Et s'il y a des pentes, comme en image ici, lorsque le bois va être tranché, est-ce qu'il va y avoir du mouvement? Faut être alerte là-dessus. Est-ce qu'il a mouillé il n'y a pas si longtemps? Est-ce que le terrain est glissant? C'est le genre de détail qu'il faut penser. La stabilité du sol, vous pouvez avoir de la pelouse, mais en dessous, c'est un terrain argileux et pour y glisser, vous ne voulez pas partir à glisser quand vous avez votre scie à chaîne. Est-ce que vos proches savent où vous êtes? Est-ce que vous leur avez dit ce que vous allez faire et le temps approximatif que vous allez être là-bas? C'est très utile parce que vous n'êtes pas obligé de mourir s'il y a un accident. Mais si vos proches n'ont pas de nouvelles de vous et qu'ils savent où est-ce que vous êtes, ça peut faire une énorme différence. Informez vos proches. Ayez votre téléphone sur vous, dans la poche arrière ou la poche en avant, peu importe.
Si jamais vous êtes coincé sous le bois, ben, vous allez être en mesure d'appeler. Particulièrement, donc, ça c'est un scénario où, par exemple, vous seriez seul. Si vous êtes à plusieurs, quand j'ai lu mon petit guide de l'étudiant, il disait que le phénomène du groupe, l'entraînement, quand on est en groupe, on ne se comporte plus de la même façon et on devient plus dangereux. Moi, j'ai vécu ça quand j'ai fait mes cours de moto. L'effet de groupe fait qu'on fait des choses qui sont absolument dangereuses. Et je l'ai vécu aussi, moto, et dans mes cours d'ébénisterie à Victoriaville. Dans le groupe, il y a 2 personnes qui travaillaient là, extrêmement vite, puis qui étaient pressées, là, et ça avait un effet d'entraînement sur le groupe au point que le professeur a été obligé de nous arrêter, de dire là, on se calme. Et puis quand il a été dit que les 2 messieurs, c'est parce qu'eux autres, ils allaient manquer la fin des cours parce qu'il y avait un voyage de prévu, et donc eux travaillaient plus vite pour que c'est juste pour ça. D'accord. Alors on est revenu à un rythme de travail normal. Alors, avec la scie à chaîne, si vous êtes en groupe, vous êtes un débutant parmi des avancés. Si vous n'êtes pas confortable, on ne coupe pas. Ou vous faites seulement ce dans quoi vous êtes confortable, et il faut que vous vous parliez, et il faut que vous vous imposiez, vous autres. Des commentaires comme « Ben voyons donc, il n'y a rien là, je vais te montrer comment faire ». Si vous n'êtes pas prêt, c'est non. Et c'est un non catégorique. Concernant les scies, en vérité, j'ai 2 scies. Je vous présente la première. C'est une scie électrique petite, j'appelle ça une scie de jardin. Le frein à lame, c'est juste pour parure. C'est un petit outil de jardin, pratique pour couper des petites branches sur le terrain, mais aussi pratique à l'intérieur de l'atelier parce que c'est électrique et donc je ne m'empoisonnerai pas les poumons avec la scie à essence, vous comprenez. Les scies électriques, elles sont moins puissantes, elles ne sont pas moins dangereuses, il faut le dire. Et ce qui est intéressant, comme si, ça, c'est que la maintenance, il n'y a pas de maintenance à faire, il n'y a pas de filtre à air, parce qu'il n'y a pas de combustion, le moteur n'a pas besoin d'oxygène, c'est électrique, donc ce que vous avez besoin de faire sur une scie comme ça, c'est l'affûtage et l'entretien de la barre, regardez ça, la lubrification de la chaîne, et puis voilà, c'est un investissement intéressant. Dans mon atelier, ça sert assez souvent. Des fois, j'amène du bois en disant « dans mon atelier, je pourrais faire les petites coupes. » Voilà pour ça. Concernant la scie à essence, le moteur, c'est un moteur 2 temps. J'en ai parlé tantôt. Ça veut dire que dans votre récipient, vous devez mettre l'essence, mais aussi la bonne quantité d'huile, parce qu'il y a un ratio à respecter. Alors, le ratio est expliqué sur le manuel de la scie. Dans mon cas, cette scie-là, c'est un ratio de 40 pour 1. Alors, pour 1 litre d'essence, je dois mettre 25 millilitres de l'huile appropriée. Et puis, c'est ça qui va dans le réservoir à essence. Pour ce qui est de la maintenance du moteur, le filtre à air, c'est important de surveiller à l'occasion. Donc, pour moi, c'est cette petite pièce. On peut l'ouvrir en 2. Et puis, selon le fabricant, eh bien, je prends de l'eau et du savon. Je rince. Et puis après, avec de l'air compressé, je viens souffler un peu. Et puis, à la lumière, je regarde. Et puis, ça, c'est la petite maintenance de ça. Alors, dans la nomenclature, le nom des parties, bon, évidemment, on a le moteur, on a la barre, il y a la chaîne, et puis la manette ici, c'est le frein à chaîne. Donc, c'est pour les cas d'urgence ou au démarrage, lorsqu'on veut empêcher la chaîne de tourner sur la barre, c'est le frein qui active cela. C'est un frein qui est manuel, c'est vous qui l'enclenchez et c'est vous qui le déclenchez. Je vous rapproche puis on regarde de plus proche. Donc, je mets mes petits gants de nitrile parce que c'est
c'est huileux. Et voilà pour ça. Donc, on commence avec la barre. La barre, c'est une pièce de métal, tout simplement. Il y a à l'intérieur une rainure qui fait le tour. Dans cette rainure vont venir se placer les guides de la chaîne. Et à l'extrémité, vous avez, bon, je ne connais pas le nom officiel de ça, c'est comme un engrenage et il permet justement à la chaîne de rester sur la barre. Quand vous regardez de proche, il y a un petit trou qui est là, puis il y en a un autre qui est là, et vous remarquez qu'ils ne sont pas placés au même endroit. C'est parce que c'est pour la lubrification. À l'intérieur, il faut lubrifier à l'occasion. Et pour ce faire, vous avez besoin d'un pistolet graisseur. C'est tout simplement ceci. À l'intérieur, il y a de la graisse. On insère le bout dans le trou. Et j'imagine que 2 injections doivent être suffisantes. 1, 2. On fait tourner. Et ça permet de lubrifier l'intérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. 1, 2. Et puis c'est tout. Ça ira à une prochaine maintenance. Et donc, voilà pour ça. Le trou qu'il y a ici, à l'occasion, il se vend des accessoires que je n'ai pas. Et le trou, c'est pour vous permettre justement d'installer des accessoires. À l'autre bout ici, alors vous avez différents trous pour la prise sur le moteur. Et puis, vous avez aussi de petits trous qui, en réalité, vont permettre à l'huile qui est stockée dans le moteur. Attention, je ne veux pas créer d'ambiguïté. Sur votre scie à chaîne, il y a le réservoir à essence. Et cette essence est mélangée avec son huile à moteur. Et il y a un deuxième réservoir qui est réservé pour l'huile, pour la chaîne et pour les barres de scie à chaîne. C'est ce que vous voyez à l'écran maintenant. Ce sont, sur la scie elle-même, ce sont 2 réservoirs séparés. Il y a de l'huile exprès pour ça, qui va venir lubrifier le sillon, parce que la scie, en fait la barre et la scie, c'est métal sur métal. Alors, pour avoir la meilleure lubrification possible, ces trous-là doivent être libérés. Et la barre, une barre de scie comme ça, c'est réversible. Alors, quand vous achetez la scie, probablement que le nom de la barre est à l'endroit. Mais quand vous faites une maintenance, c'est recommandé de changer la barre comme ça. Le dessus s'use un peu plus rapidement que le dessous. Et puis, en faisant une alternance comme ça, eh bien, vous usez votre barre comme il faut. Et puis, ça vous permet aussi, ben, en fait, à cause des trous qui sont là, ça vous permet de lubrifier tout le temps. Alors, vous comprenez que faut que ces trous-là restent libres, parce que si c'est rempli de copeaux et de poussière, eh bien, l'huile ne parvient pas à la barre, et là, vous usez votre chaîne. Donc ça va comme ça. C'est ajustable, parce que, justement, la chaîne va avoir une tension dessus. Je vérifie mes notes. OK. Ensuite de ça, ben, au commerce, évidemment, il y a plusieurs longueurs, différentes longueurs. Plus la lame est longue, plus le moteur doit être fort, c'est sûr. Alors, ceci, c'est dit. Ça fait le tour de ce que j'avais à dire pour ça. On passe à la chaîne maintenant. Alors, c'est vraiment comme un vélo. Il y a un engrenage au moteur, il y a l'engrenage au bout de la barre. Et là, il ne faut pas que vous fassiez comme moi, comme j'ai fait tantôt, c'est-à-dire installer la chaîne du mauvais bord. Ma chaîne, donc, était à l'envers et ça m'a fait beaucoup rire. Donc, je l'installe et après, on fait les gros plans de ça. Voilà. Évidemment, je remets mes petits morceaux. Bon, ça fait plusieurs fois que je fais ce genre d'opération. Les premières fois que je faisais ça, je prenais des photos pour savoir dans quel sens ça allait et tout ça. Maintenant, j'ai dépassé ça. Reste maintenant à installer le protecteur, en fait, la couverture.
mon couvercle. Alors, j'ai deux trous ici pour les écrous qui vont maintenir le couvercle sur la scie. Et ce que vous voyez ici, la vis avec le petit boulon là, c'est ça qui me permet d'ajuster la tension, d'avancer ou de reculer la barre. Alors, ça me rend service si à l'œil comme ça, je viens voir, vérifier que tout est à peu près aligné. Parce que si ma vis de tension est vraiment mal dirigée, si on peut dire, ben ça ne sera pas... Oh. Bon. Alors, sur le côté, c'est plus confortable. J'ai plus de tension possible. Et en plus, j'ai ma lumière. Je pense que ça devrait être bon. Ah! Plié. Bon, alors, moi, ma scie à chaîne, c'est une antiquité. C'est une scie qui a au moins 40 ans. Alors, les scies modernes, c'est légèrement différent. Alors, ce qui est identique aujourd'hui, c'est que vous avez les deux boulons pour assurer, mettre le couvercle et solidifier la barre sur la chaîne. Ce qui est différent sur les nouvelles scies, c'est la manière d'ajuster la tension sur la chaîne. Sur les scies modernes, souvent, c'est une vis qui est ici et puis qui vous permet de faire ça beaucoup plus facilement. Alors que moi, pour faire la tension de la chaîne, je dois aller ici. C'est pas pratique. Et là, en tournant, la tension va venir. Alors, on en parle un peu de la tension. Vous remarquez là ici que je ne suis pas parfait. Je m'installe comme il faut. On parle de ça. Bon, alors là, j'ai plusieurs informations à dire. Je vais y aller tranquillement. Alors, la tension de la chaîne, c'est hyper important justement parce que c'est elle qui maintient la chaîne au bon endroit et il faut que ce soit fait comme il faut. Quand la scie se met au travail, eh bien, fer sur fer, ça réchauffe et ce qui se produit, c'est que la chaîne, elle se dilate et la tension descend. Quand on commence à travailler, il faut surveiller ça et ça ne prend pas beaucoup de temps, 10 minutes, et déjà, le métal est chaud. Et ce qu'on veut, c'est avoir la bonne tension. Donc, la scie est chaude, la chaîne se détend. Il faut, évidemment, il ne faut pas que nos boulons soient trop serrés, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Alors, une personne en qui j'ai confiance sur YouTube, eh bien, nous dit que la meilleure façon, remarquez ça ici, là? Alors, il y a un jeu, et pour avoir la bonne tension, on lève la barre vers le haut, et ensuite, on vient mettre la tension. Évidemment, il ne faut pas que ce soit une tension trop importante, parce qu'on va user prématurément, et on cherche le snap. Ça, on m'a l'air pas pire. Et là, juste pour la démonstration, encore une fois, je tiens ça en haut. Et là, je viendrai visser solidement mes deux boulons et ma chaîne est correcte. Je n'ai pas trop d'espace en dessous. Je pense que je pourrais y en redonner. Je commence par monter la barre. Un petit peu. Je pense que c'est bon. Et là, alors pourquoi monter la barre? Pourquoi on fait ça? Ben, c'est parce que lorsqu'on va travailler avec la scie, c'est normal, la barre va chercher à monter parce qu'on coupe en dessous. Puis là, ben, j'ai trop de... J'ai pas assez mis de tension. On recommence. Donc, l'histoire courte, c'est que la barre va chercher à monter en haut. Et ce qui va se produire, c'est que notre chaîne va avoir besoin d'être retentionnée plus souvent.
Comme ça. Un peu comme les outils de tournage. C'est normal de faire des erreurs au début. Alors ça serait bon pour partir travailler. Autre information à se souvenir, c'est que lorsqu'on a fini de travailler, peu importe le temps, eh bien, la barre est chaude, la chaîne elle est chaude, et si on ne fait rien, eh bien, quand le métal va se refroidir, il va se contracter. Et ce qui pourrait arriver, c'est que lors de votre prochaine utilisation, si la chaîne est extrêmement serrée sur la barre, eh bien, vous allez encore une fois user prématurément. Alors, un peu comme en tournage, on a nos routines. Une bonne routine à avoir, c'est qu'après avoir travaillé avec la scie à chaîne, volontairement, on rebaisse la tension, on laisse, de toute évidence, la chaîne trop détendue. Et à ce moment-là, quand on va refaire l'utilisation, on va être capable de refaire la manœuvre correctement pour économiser nos sous. On parle de nos amis ici, là. Alors, c'est très correct, sans problème, d'utiliser l'étau d'atelier. C'est même recommandé. Pas de souci. Alors, sur la chaîne, les couteaux qui vont trancher le bois, c'est un petit peu comme des ciseaux à bois. Certains sont alignés comme ça, et d'autres dans le sens inverse. La complémentarité des dents fait que l'espace qui est creusé est légèrement plus large que la barre et que la chaîne elle-même. Donc, les couteaux sont légèrement décalés à gauche et à droite. En plein centre, on a la butée de profondeur. Cette butée-là va aller frotter sur le bois, et dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle détermine la quantité de bois qui va passer dans les couteaux. Et là, ces butées, elles sont partout. Alors, vous avez une dent, une butée, une dent, une butée, etc. Les butées, elles doivent être surveillées, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir la bonne hauteur par rapport à la dent. Et le petit outil qu'on achète pour quelques dollars, c'est celui-ci. Donc, il s'agit tout simplement de mettre l'outil sur les dents. Et là, ici, j'ai donc la butée. Et si la butée était plus haute, je viendrais limer jusqu'à la bonne hauteur. Et puis après ça, je pourrais passer à la butée suivante. Et voilà, c'est tout simplement comme ça qu'on fait la butée de profondeur. Il n'y a aucune mesure à prendre, tout est déjà sur l'outil. Il y a différents types de lames et il y a différents types de limes. En fait, on parle surtout de grosseur. Alors, pour cette scie-là, j'ai cette lime-ci. Et pour ma scie électrique, j'ai cette autre lime qui correspond évidemment au diamètre des dents. Je vous réfère à votre commerce si jamais vous voulez vous équiper tout ça. Évidemment, il faut acheter la bonne lime pour la bonne scie. Ça sera terrible si... je recommence. C'est pas approprié de prendre une lime trop petite, même si à l'œil, ça va faire pareil. Non, ça fera pas pareil. Vous devez absolument prendre la lime qui correspond. Ça, c'est important. Et là, je ne donne aucune mesure parce que je ne les ai pas sous la main, puis je ne veux pas induire personne en erreur. Sur le commerce maintenant, encore une fois, il existe une panoplie de différents appareils qui vont aider à faire des affûtages, on va dire, parfaits.
affûter une scie à chaîne, c'est pas sorcier. Une fausse équerre avec le bon degré, une pince pour tenir le tout, et si vous tenez votre lime à deux mains, vous allez absolument sentir l'angle horizontal. Dès que vous n'êtes pas à l'horizontale, vos mains vous le disent, vous le sentez. Alors, probablement que vous avez déjà ça en atelier. Commencez par cette méthode et si jamais vous n'y arrivez pas, peut-être investir dans les gadgets que vous avez vus. En fait, c'est trop petit pour la caméra. Ce que je veux mentionner, c'est que sur chacune des dents, il y a une engravure faite au laser qui me donne l'angle. Et là, à l'œil, tout simplement, en tenant ma lime à deux mains, pour assurer que je suis... Et si je ne suis pas égal, je vais le sentir. Donc, comme ça. Et puis, la petite engravure me donne l'angle. Cette engravure, elle est de 25 degrés. Sur ma scie électrique, il n'y a pas d'engravure au laser. Il va falloir que je prenne des mesures d'angle pour savoir quel est l'angle à utiliser. Comment identifier une dent qui a besoin d'affûtage? Réponse, par son biseau. Alors, je prends mon ciseau à bois ici pour représenter la chose. Alors, imaginez une seconde que, dans le fond, l'arête en avant n'est plus droite, qu'elle est peut-être concave ou encore convexe. Peut-être qu'une dent a touché quelque chose de plus dur. Les dents ne s'usent pas toutes égales selon la matière rencontrée, etc. Donc, c'est le premier indice que la lame a besoin d'affûtage. Une autre façon également d'identifier les besoins d'affûtage d'une chaîne, c'est par les copeaux qu'elle produit. Si en utilisant votre scie à chaîne, vous produisez plus de poussière que de copeaux, c'est un signe très évident que la chaîne a besoin d'être affûtée. École de pensée numéro 1. Chaque dent doit recevoir le même nombre de coups de lime pour s'assurer que les dents usent à la même vitesse. Oui et non. Oui, ça permet de garder les dents toutes de la même grandeur, mais non, parce que comme les dents ne sont pas toutes usées de la même manière, si vous donnez seulement 3 coups, vous pourriez rester avec une dent qui n'est pas à son meilleur. Alors, moi, j'opte pour quand la face, quand le biseau est droit, ce qui est le but recherché, c'est correct. Certaines dents vont avoir besoin de plus, certaines dents vont avoir besoin de moins. Ce qui est important, c'est que la majorité de mes dents coupent. Et là, par majorité, j'entends 9 sur 10. Et puis, on fait comme ça. Faut suivre, donc, là, je me place pour que vous voyez bien. Alors, je place ma lime, je la tiens à deux mains pour m'assurer que je ne suis pas en biseau. Je vais pousser seulement, je ne tire pas. On ne fait que pousser. Puis ensuite de ça, on ne pousse pas vers le bas. On pousse légèrement vers l'arrière et à 2 heures, si vous voulez. Là. Donc, au crayon Sharpie, je me fais une ligne. Donc, ça, c'est ma dent de départ. À deux mains. Horizontale. On pousse seulement. Puis, on pousse vers 2 heures. Et je cherche à ce que le biseau... ça va pas bien. Je cherche à ce que le biseau de ma dent je tourne aussi la lime dans mes mains. À chaque passe, je tourne. Pour évacuer le morphile. Voilà, c'est fait. Et quand je touche, je sens le morphile. Et c'est parfait. Donc ça, c'est fait. Dent suivante. Celle-là, je ne la fais pas parce qu'elle est de l'autre bord. Je me garde ça pour tantôt. Cette dent-là m'apparaît en bonne condition. Comme ça. Je pousse. Et 2 heures seulement. Je ne sais pas si vous voyez, cette dent-là
elle est concave. Il y a comme une dépression dedans. Et en limant, je vais enlever cette dépression. On n'est pas... Ma lame est en fin de vie. Ça va être bon. Fait que je passe à la suivante et je fais le tour comme ça. C'est toujours la même procédure. Et puis, ce qui est bien, je trouve, comme ça, c'est que notre corps enregistre. C'est la mémoire musculaire, comme on parle des fois, là. C'est bon, très bon. Ça, c'est très petit comme dent. Bon, alors, je fais le tour. Je vous reviens quand c'est terminé. Alors, mon côté confortable est fait. Et là, je dois maintenant faire le côté où je suis moins habile. C'est-à-dire que là, je vais pousser avec ma main gauche. On ne doit pas affûter contre la dent. On doit affûter avec la dent. Ça prend plusieurs affûtages avant d'être équivalent des deux côtés. Alors, du côté le plus faible, on est attentif. C'est la même mécanique. On pousse un peu à 2 heures. Et quand le biseau est fait, c'est suffisant. On passe au suivant. J'ai coincé ma... Alors, c'est parti, on continue. J'ai ma dent témoin. 100 fois sur le métier, remettez le courage. Et là, je viens de réaffûter. Je suis convaincu que je n'aurai pas à toucher à rien. Mais c'est juste l'idée de m'assurer, effectivement, que mes butées de profondeur, il n'y a rien qui touche. Et puis, voilà. Donc, cette scie est maintenant affûtée, prête au travail. Bon, maintenant, en ce qui concerne les puissances, je ne peux pas vous conseiller là-dessus. On a dit tantôt que les scies électriques étaient moins puissantes. Ça dépend de ce que vous avez à travailler. Quand on a eu le verglas et que mon ami m'a donné du bois, on avait un diamètre de 50 cm. C'est gros, 50 cm. Et puis, ben, cette scie-là, elle m'a été donnée et elle est très puissante. Le moteur est de 70 cm3. Elle est très forte. Elle est lourde, c'est le gros défaut. Ben, gros défaut. J'étais content de l'avoir dans le 50 cm. On a fait ça proprement, sécuritairement, et elle n'a pas trouvé ça trop difficile. C'est donc à vous de voir concernant puissance de moteur. Donc, dans ce dernier segment, je vous explique mes quelques procédures personnelles. C'est un partage, c'est ma façon de faire. Alors, j'ai ma bille qui a été couchée, donc ébranchée et tout. Moi, j'arrive avec mes outils. Je prends connaissance du terrain, est-ce que ça glisse et tout ça. Lorsque les pièces seront libérées, est-ce qu'il y a une côte, est-ce que ça risque d'aller se promener, ces choses-là. Et puis après avoir pris mes décisions, à quel endroit j'allais couper, eh bien, je m'exécute. Comme ça, je vais le mettre comme ça. Alors, j'ai examiné la pièce, les nœuds, comment je vais, où est-ce que je vais couper. Et quand je suis prêt, je m'exécute. Alors, personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est de faire la coupe à tous les endroits. Je descends dans ma pièce, mais je ne vais pas au fond. Il y a des gens expérimentés, je crois, qui vont avec le bout de leur lame là, aller couper le fond. C'est des gens d'expérience. Moi, je le fais pas parce que je veux pas toucher la terre et la roche et tout ça.
Et donc, je le fais pas, mais je sais que ça se fait. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens couper dans mes pièces, partout, où est-ce que je vais avoir ça. Puis après, avec des leviers, souvent des barres de fer, dépendamment de la pièce de bois, je la tourne. Et puis, je viens terminer au-dessus mes coupes. Ça, c'est façon de faire. C'est comme ça que je procède. Dans le scénario où j'ai une pièce pour faire un bol, eh bien, ce que je fais, je vais venir souvent coincer ma pièce avec d'autres pièces de bois. Parce que ce qui va arriver, là, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va descendre là-dedans, ça peut arriver là, que ça devienne instable. Alors moi, j'immobilise ma pièce. Avec ma scie, maintenant, dans le passé, je faisais 2 entailles. Vraiment, j'enlevais le cœur sur place. Maintenant, la dernière fois, j'ai simplement passé au milieu. Je me suis arrangé pour passer dans le cœur de l'arbre. Arrivé à la maison, j'ai ciré les 2 extrémités et je n'ai pas de souci. Et quand les pièces vont être tournées, avec mes outils de tour à bois, là, je vais venir enlever le cœur et puis je vais faire le bol. Donc, ma pièce est immobilisée. Je descends ma pièce, je descends dans la pièce. Encore une fois, quand j'arrive en bas, je ne touche pas le sol, j'arrête ça là. Je mets la pièce à plat, comme ça, et je viens terminer ce qui reste, et puis c'est sécuritaire. Lorsqu'on travaille à la scie à chaîne, il faut être conscient des forces qui sont dans le bois, dans les fibres. Alors, si je viens couper ici, eh bien, vous devinez que plus je vais être rendu profond, eh bien, ma pièce ici va tout simplement pencher et elle va tomber. Ça, c'est le monde idéal, c'est très agréable. Si, en revanche, je viens couper au centre, eh bien, vous pouvez probablement deviner qu'à un certain niveau, là, dans la pièce, le bois va descendre comme ça, parce que j'ai enlevé de la résistance, et ce qui va se produire, eh bien, c'est que ma scie va coincer. Et là, je ne serai pas capable de la sortir. Alors, la procédure, si vous avez à faire ce genre de truc, eh bien, on vient faire, je vais vous dire, à l'œil, peut-être le tiers, peut-être la demi. On s'assure que la scie ne coince pas. Et ensuite, par le dessous, on vient. Et ce qui va arriver, c'est que l'arme va tomber comme ça, puis notre scie va passer au milieu. Et comme ça, on va être assuré de ne pas se prendre. Vous voyez dans ce dessin un scénario qui pourrait être en forêt. Un arbre serait tombé parmi d'autres arbres. Et si le travailleur se place du mauvais côté, lorsque l'énergie dans le tronc d'arbre au sol va être libérée, vous voyez les lignes rouges, hein, c'est par là que ça va ouvrir. Alors, de toute évidence, vous devez vous placer au bon endroit pour ne pas être frappé. Dans ce scénario, on ne voit pas complètement l'arbre, mais avant même de toucher à la branche qui se présente à nous, il faut anticiper l'énergie qui va être libérée. Est-ce que l'arbre va tourner? Est-ce que la branche va tourner? Où est-ce qu'est notre porte de sortie? Et en rouge sur la photo, vous voyez le chiffre 1, donc c'est l'incision que je vous ai montré tantôt. On fait l'incision sur le dessus, probablement jusqu'au tiers de la branche, et ensuite de cela, on passe au numéro 2 par le dessous et notre scie va pouvoir passer à travers. Avant même de toucher le bois avec la scie à chaîne, il faut réfléchir dans quelle direction l'énergie va être libérée. Est-ce que je suis à l'abri? Comment est-ce que je dois procéder pour que les accidents n'arrivent pas? Où est aussi la porte de sortie pour moi si jamais ça tourne mal? Encore ici, 2 scénarios qui méritent réflexion. Par quel côté on va prendre ça? Comment l'énergie va être libérée? Où est-ce que je dois me placer pour être sécuritaire, pour ne pas me faire frapper? Il n'y a pas de honte à ne pas savoir comment faire.
Il n'y a pas de honte à avoir peur et à plutôt reculer devant un défi trop grand. Vaut mieux être sécuritaire qu'être accidenté, c'est sûr, sûr, sûr. Comme disait mon ancienne directrice, Madame Liette, à l'école, l'ignorance, ça peut coûter extrêmement cher. Alors, si vous êtes de ces tourneurs qui avaient failli faire une crise cardiaque quand la plane a planté dans le bois sous vos yeux et dans vos mains, eh bien, sachez qu'il existe aussi un réflexe de scie à chaîne qui peut se produire. En anglais, on l'appelle le kickback. Ça serait un peu comme si, un peu comme le cheval qui rue. Donc, c'est la scie qui donne un coup et qui remonte contre vous. Vous avez l'image à l'écran. Je vous explique comment ça marche. Je commence tout à fait en haut dans l'encadré. Vous voyez le bout d'une scie à chaîne et il y a une petite zone rouge. Cette zone rouge-là, lorsque la scie tourne à bonne vitesse, est en vérité une zone de propulsion. C'est-à-dire que cette section-là peut donner l'énergie à l'outil pour rebondir contre vous. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour avoir ce rebond? On regarde en dessous maintenant l'image. Vous avez le travailleur qui est en train de fendre, de tronçonner une grosse bille et à l'arrière, il y a une bille plus petite. Lorsque la zone rouge de la lame va toucher la petite bille, eh bien, il y a un danger de kickback. Donc, la scie remonte. Et là, ici, c'est démontré sur le dessin. Vous avez l'opérateur qui a la scie quasiment au visage. Et donc, on doit être conscient de ça. Alors moi, personnellement, c'est une règle d'or de ne jamais avoir de pièces de bois qui sont trop collées les unes par rapport aux autres. J'aime mieux prendre du temps pour les distancer. Je ne suis pas pressé à ce point-là. Je ne suis pas assez expérimenté pour pouvoir perdre de vue le bout de ma tronçonneuse. C'est vrai, les gens expérimentés vont pouvoir plonger dans la bille et juste par les mains, ils savent leur outil, comment c'est en train de travailler. C'est vrai, ça peut s'acquérir avec de l'expérience, mais si vous êtes rendu à ce point-ci dans la vidéo, c'est parce que, comme moi, vous n'avez pas une si grande expérience de ça. En revanche, en sachant que le bout de la scie doit être libre, on est en sécurité. Je vous présente maintenant une vidéo que j'ai prise de YouTube et vous allez voir un opérateur absolument inexpérimenté dans une échelle qui va utiliser sa scie à chaîne et il va expérimenter le kickback d'une façon violente. Mais je vous rassure, il n'y a aucune blessure qui a été faite, mais cet homme-là a eu la frousse de sa vie. Here's how a tiny mistake can lead to fatal results. Très ralenti maintenant, vous voyez la flèche jaune. Le monsieur appuie sa scie sur le plafond et voilà, il a failli embrasser sa chaîne, sa scie à chaîne, et ça aurait pu être extrêmement grave. Je vous présente maintenant des kickbacks, mais contrôlés. C'est des gens qui font une démonstration de l'énergie que ça peut faire. Ici, je mets la vidéo en boucle pour qu'on puisse voir en temps réel l'énergie qui se dégage de ça. Ça peut être assez fort. Alors voilà, tourneur, c'était ma petite vidéo sur la scie à chaîne, introduction à la scie à chaîne. Encore une fois, avec l'été et tout ça, je serai beaucoup plus absent sur YouTube, probablement que vous aussi. Et donc, je vous souhaite un bel été dans l'hémisphère nord et un bel hiver dans l'hémisphère sud. Et puis, merci d'avoir visionné jusqu'ici. Si en quelques points ça vous est utile, merci de me faire signe. Et au plaisir de se revoir une prochaine fois.